Ce que vous allez entendre est l'écho des fictions que vous avez écoutées précédemment. Certains propos peuvent choquer. Historiquement, on peut l'allier aussi au mari. C'est-à-dire, les femmes, elles n'ont pas eu de droit propre, en Europe en tout cas, jusque très tard. Les femmes ont été en droit un meuble jusqu'à la Révolution. C'est-à-dire qu'elles ne pouvaient pas signer un papier, elles n'étaient même pas un animal. Seuls les Grecs se disaient, est-ce que c'est une citoyenne, est-ce que donc un être humain, est-ce que c'est un animal ou un meuble? On a choisi qu'on était des meubles. On a mis tout le discours qui allait avec, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable, dès qu'on met le nez dehors, c'est pour allumer les garçons, donc il faut nous enfermer. Et donc on a vécu sans droit jusqu'à la Révolution française. Après on en a eu un petit peu, mais on est resté en droit ce qu'on appelle incapable civil. C'est-à-dire on était sous tutelle du père, puis sous tutelle du mari. Et donc tant que les femmes n'ont pas pu signer un document, prendre un travail de leur propre chef, gérer leur argent, ben oui, vivre, ça signifiait avoir la protection d'un homme. C'est-à-dire vous ne pouviez rien faire sans qu'un homme vous couvre légalement, économiquement. Ça s'est effacé que petit à petit. L'égalité dans le mariage, c'est 1985. Moi, la première fois que j'ai voulu louer une voiture, ça devait être dans les années 75, 77, quelque chose comme ça. On m'a demandé où est monsieur. J'ai dû dire, attendez, j'ai un permis de conduire, j'ai le droit à... Donc, c'est très récent que les femmes puissent s'autogérer. Et d'ailleurs, avec l'évolution du droit dans une société comme la nôtre, le droit d'avoir l'enseignement, d'aller à l'école, d'accéder à différents métiers, de choisir, d'avoir son compte en banque, on s'aperçoit quand même que, une fois que vous donnez ça aux femmes, elles se trouvent d'autres choix que la prostitution. En 1920, il y avait 120 000 prostituées en France. Il n'y en a pas 120 000 aujourd'hui. La plupart des filles, même si à l'adolescence, elles se posent des questions sur leur sexualité, qu'elles peuvent se mettre dans des conduites un petit peu audacieuses, vous n'allez pas trouver beaucoup de jeunes filles qui vous disent « je vais être prostituée ». Elles n'ont pas pu. Elles n'ont pas pu, souvent très tôt au début de l'adolescence, elles n'ont pas pu trouver ce biais pour quand même faire avec le monde pourri dans lequel on vit. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui prépare ou qui ne les prépare pas justement à pouvoir à peu près grandir et se trouver dans le monde tel qu'il est. Bien sûr que le terreau qui construit ça, c'est la famille. Et c'est les histoires de vie. En sortir, ça veut dire régler des problèmes de l'enfance, de l'adolescence. C'est pas seulement devenir raisonnable ou sage. C'est un travail très compliqué, même quand elles en peuvent plus, même quand elles se dégoûtent elles-mêmes, elles vont faire utiliser tous les produits qu'il faut pour essayer de supporter, elles vont faire des tentatives de suicide. Moi, j'ai pas vu ailleurs que dans la prostitution des suicides aussi sordides. Elles vont faire à certains moments des décompensations psychiatriques, elles vont faire... parce que sortir de là veut dire régler un nœud à l'intérieur de leur histoire qui n'a jamais été desserré pour qu'elles puissent enfin respirer. Travailleuse du sexe, c'est un terme qui a émergé, on va dire, dans les années 80, de mouvements de personnes prostituées qui disaient mais...
on est des femmes comme les autres. Après tout, l'épouse, c'est une prostituée à un seul homme toute la vie puisqu'elle se fait entretenir par son mari. Nous, on le fait par... Et donc, il y a eu tout un mouvement d'essayer d'amener une terminologie signifiant d'autres choses. Dire c'est un travail comme un autre, ce qui s'avère extrêmement compliqué parce que tous les pays qui ont essayé de faire entrer la prostitution comme un travail ordinaire, comme ont pu essayer la Suisse, l'Allemagne, et enfin il y a encore des politiques très différentes, hein. Même en Europe, on n'est pas tous d'accord sur comment il faut traiter cette question. Ils n'arrivent pas. Comment vous faites une fiche de poste ? Comment vous définissez les tâches ? Est-ce qu'elle peut accepter une fellation, mais pas une sodomie ? Les règles d'hygiène, tout ça a émergé dans les années 80, au moment où il y avait le sida aussi. Donc les questions d'hygiène, de ne pas transmettre des maladies, de ne pas en recevoir. Comment un patron va vous garantir que vous ne choperez pas le sida en pratiquant donc il y a une espèce d'impossible. Hein. Combien d'actes dans la journée donc tout ce qu'on peut normaliser quand on fabrique des autos ou quand on soigne les gens, et bien là, à chaque fois, on se heurte à un impossible à normaliser. Surtout que le client n'est pas demandeur de quelque chose de normal. Si on lui dit d'accord, vous avez droit aux fellations, la fellation n'aura plus d'intérêt. Il va demander un autre acte. Parce qu'on est sur un domaine qui a quelque chose à voir avec la transgression. Elles en sont conscientes ou pas conscientes. La transgression peut être aussi sur différents axes. Mais ce qui est sûr, c'est que moi je définis toujours la prostitution comme un no man's land. C'est-à-dire c'est un espace, lieu et temps de personnes qui se rencontrent et où là toutes les normes sociales explosent. Quand on interroge les clients, ils n'ont pas l'impression de tromper leur femme, par exemple. S'ils prennent une maîtresse, oui, ils trompent leur femme. Mais s'ils vont voir une prostituée, non. Là, j'oublie tout. Moi, j'ai fait pas mal d'études sur, par exemple, le fait que au moment du sida, les personnes prostituées ont essayé d'imposer le préservatif parce que, elles veulent bien transgresser, mais enfin, elles n'ont pas envie de laisser leur peau quand même. Et les clients étaient prêts, ils sont toujours prêts à payer plus cher pour du sans préservatif. Et c'est pas parce qu'ils ont envie d'attraper le sida. C'est parce que c'est un lieu où j'oublie toutes les contraintes sociales. Être une femme bien, c'est être chez soi. Donc celle qui s'expose, c'est une femme qui a une vie particulière et qui est très stigmatisée là-dessus. Donc on aura toujours la femme bien, l'épouse, la fille qu'on veut marier correctement, bien enfermée à la maison. Ou si elle sort dans la rue, elle sort avec son frère, avec son père, ou avec deux bonnes, dans des conditions qui garantissent qu'elle ne fasse pas n'importe quoi dans la rue. Donc la prostituée, c'est celle qui s'expose pour racoler, gagner des sous, et donc qui mène le mauvais exemple. Hein. Ça fait partie de ce que j'appelle, moi, les conduites opportunistes de survie. C'est sûr que ce soir, elle part pour aller sur le trottoir, là, derrière le périph'. Si en route, elle trouve un portefeuille avec plein d'argent, elle rentre chez elle et elles y vont pas, quoi. Faut quand même être clair. Il faut pas confondre la prostitution et la nymphomanie. On les a longtemps fait passer pour des nymphomanes. Tant qu'elles sont jeunes, elles peuvent essayer de maintenir un lien avec un petit copain. Mais
Mais c'est pas simple. Parce que ce petit copain, il va être inévitablement Mac et vivre des revenus qu'elle rapporte. Bon, en même temps, moi, ce que j'ai pu voir des Mac, c'est qu'ils ont la même histoire qu'elle. J'avais été très frappée par une affaire il y a quelques années en banlieue parisienne. C'était démonté une affaire de prostitution de mineurs dans un appartement où les Mac étaient même très jeunes. Les Mac étaient en cavale, essayant de se planquer. Pour le chef de la bande, où est-ce qu'on l'a retrouvé ? On l'a retrouvé lui-même faisant le trottoir au Bois de Boulogne. Dire que l'histoire prostituée, client et Mac, il y a quelque chose de commun entre eux, c'est pas pour rien qu'ils se retrouvent. Le problème quand on vit dans la rue ou quand on a une activité avec un tas d'hommes qui passent et tout, c'est que on a besoin de protection. Donc il y a une place du Mac qui est très ambiguë. Il protège, mais la prostitution historiquement faisait partie du sort des femmes qui n'étaient pas protégées par le droit ou par une famille qui avait les moyens. Et même une femme qui travaillait à l'usine, pour garder son boulot, il fallait bien coucher avec le contremaître. Donc moi je dis qu'aujourd'hui, plus on donne aux femmes des droits propres, plus la prostitution s'éloigne d'elles. Il y a beaucoup moins de candidates. Régulièrement, les universités s'inquiètent parce qu'il y aurait de la prostitution étudiante. Dès qu'on fait une enquête, on trouve deux personnes qui sont pour leur histoire personnelle dans des conduites à risque avec leur corps. Mais c'est plus du tout massif. Partout, on a vu les chiffres basculer, c'est-à-dire que jusqu'en 1995, il y avait 90% de femmes locales et il y avait 10% de femmes étrangères. Mais le ratio local-étrangère a basculé et reste aujourd'hui, on est à 80% d'étrangères. Et ces femmes étrangères, l'expérience que j'en ai, c'est que si vous leur dites demain, vous avez une carte de séjour avec autorisation de travail, il n'y a pas de problème. Elles vont choisir d'aller faire femme de chambre dans un hôtel, conduire les autobus. Dès qu'on leur donne des droits, pour la plupart, elles vont vite aller faire autre chose. Les Invincibles. Les Invincibles.